Bonjour à tous. Rebonjour Louis Vadim. Hello, David. Alors, Alors, n'hésitez pas à nous dire où vous êtes. Nous, on est, toi, Paris Centre, je crois, moi, banlieue parisienne Sud, et il fait beau sur Paris, c'est super. ça fait plaisir. Ça fait du Ça bien. fait exactement un peu de soleil, comme on aime. Ça fait du bien. Bon, donc, Alors, est-ce qu'on fait ton tour? ouais, on va attendre encore un petit peu. Il est 32 à maman, donc on va attendre une minute maximum et puis on va J'en commencer. profite. Voilà, comme ça, de toute façon, comme vous le savez, il y a un replay pour ceux qui nous regardent en replay. donc vous en profitez, c'est Ça peut super. arriver. On est ravis d'être là ce matin pour un sujet qui a été assez naturel en fait pour vous donner un peu de votre background sur comment on est arrivé à ce sujet entre Zest et Team Starter. C'est que ça nous est paru vraiment naturel et d'actualité. Voilà. Et c'est ce Clairement. qui, vous allez voir qu'on est complémentaires dans cette question et que cette question est particulièrement intéressante et prégnante, on va dire, dans cette fin d'année, préparation de l'année prochaine. Voilà. Donc, C'est ce que exactement, David. Je trouve que on va en reparler pendant le webinaire, mais on est vraiment deux solutions qui sont complémentaires par rapport à l'actualité et par rapport au thème. Et vraiment, le discours est assez fluide entre nous. Je vois que tu as passé la slide. mais oui, parce que Euh, j'allais te proposer de te présenter puisque Eh tu ben avais la allez, parole. je vais, je vais, Allez-y. je vais prendre le dessus. Donc enchanté. Donc je suis Vadim Perret, sales manager chez Team Starter. Donc Team Starter, c'est une startup qui existe depuis 4 ans et on accompagne en fait une centaine de dirigeants sur l'implication des collaborateurs dans la culture de l'entreprise. Donc c'est une solution de cohésion d'équipe. Voilà pour ma part. Top, merci. Alors moi, je suis David Diocho, donc directeur général de Zest. Donc Zest est une solution qui a historiquement beaucoup travaillé sur l'engagement des collaborateurs en mettant le digital comme moyen d'accélérer un cercle vertueux d'engagement des collaborateurs dans des organisations qui sont parfois complexes, qui ont beaucoup d'enjeux. Et on est ravis de le faire pour 250 clients de secteurs très différents. Voilà, c'était la petite fiche d'identité pour nos deux entreprises et nous. Place au sujet. Merci à ceux qui nous ont encore rejoints. N'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau. On essaiera d'en piquer quelques-unes. Je sais que notre équipe aussi proposera éventuellement des liens utiles, voilà, pour qu'ils soient un peu dans le contexte de nos échanges. Voilà, n'hésitez pas à interagir, à partager vos retours d'expérience, parce que on est d'accord avec Louis Vadim, notre sujet est super important. Voilà, c'est pas nous qui le sommes, mais c'est vraiment le sujet qui est important. Et pourquoi il est important? Pour planter un peu le décor, parce qu'il traite autour du leadership pour la gestion du changement, et on va voir qu'il y a pour nous 3 étapes assez essentielles. C'est que ça adresse un contexte qui est vraiment pas simple. Ça n'a jamais été très simple, hein, les organisations, les entreprises, mais de manière structurelle, on a quand même deux choses qui nous pénalisent les uns et les autres en termes d'organisation humaine. C'est que ça fait des décennies qu'on n'arrive pas à tacler, comme on dit, le gap d'exécution entre ce que l'on veut faire et ce que l'on fait vraiment. Ce qu'on appelle l'execution gap en bon français. Voilà, il y a des études qui ont montré que 70% des stratégies, par exemple, n'atteignaient pas complètement leurs objectifs. Et l'autre point dont on parle beaucoup, bien entendu, depuis longtemps, c'est le niveau d'engagement assez faible globalement dans le monde et en France en particulier. Alors, Gallup, qui est l'étude la plus internationale, hein, qui bien sûr que nous aussi on utilise, voilà, elle fait un peu froid dans le dos quand on est français. Hein, on est très mauvais dans le hit parade. Hein, pour info, on est 36e pays sur 38 pays étudiés sur le niveau d'engagement. Donc, on n'est pas les premiers de la classe. Globalement, en Europe, il y a 13% de ce qu'ils appellent les collaborateurs très engagés et seulement, ce qui n'est pas beaucoup, 13% sur 100%. Et il y en a 15% qui sont très fortement désengagés. Voilà. Et en France, pour information, en très engagés, on n'en a que 7%, donc presque la moitié de la moyenne européenne. Donc voilà, pour vous dire que le constat. Moi, ce que je partage avec vous, c'est que, en tout cas, sur ce que nous, on mesure avec nos clients, le constat est quand même moins négatif.
hein. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils utilisent Zest? Je ne sais pas, mais en tout cas, les niveaux d'engagement sont plus élevés, et heureusement, parce que j'imagine une organisation avec seulement 7% d'engagés, on peut tout de suite imaginer que la performance ne sera pas au rendez-vous et que l'agilité face au changement sera beaucoup moins importante. Donc, c'est vraiment ces sujets-là qu'il faut pouvoir aussi avoir en background pour traiter ce sujet de la nécessité peut-être de réviser la manière dont on engage les collaborateurs dans notamment les changements qui sont un facteur continu. Et je crois que Louis-Vadim, tu as des choses à partager là-dessus. En effet, enfin, je te rejoins totalement. Et en plus, c'est l'étude Gallup, c'est Parlons RH aussi qui ont fait ce même constat. Je trouve que 7% d'engagement, c'est vraiment pas énorme. Alors, tout est à relativiser, mais c'est clairement en fait un chiffre qui est plutôt bas. Mais moi, de mon avis aussi personnel, quand je discute avec des connaissances, en fin de journée, etc., et quand je parle de travail, ben, en fait, il y a vraiment en fait un lien et il y a vraiment une réalité qui est là où les connaissances que j'ai sont vraiment de moins en moins engagées au travail. Le constat qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a aussi plusieurs sources qui est par rapport à ce désengagement, qui est plusieurs causes. La cause de motivation, la cause de sentiment de reconnaissance, la cause de sentiment d'utilité et la cause de sentiment de contrôle. Il y a de plus en plus en fait de collaborateurs qui intègrent une entreprise et quand elles intègrent en fait cette entreprise, elles sont juste utilisées et à juste titre pour faire leur travail, mais au bout d'un moment, il y a une espèce de perte de sens, une perte d'utilité qui font qu'au bout d'un certain mois, une personne peut être très vite motivée et très vite engagée et au bout d'un certain temps, au bout de 4, 5, 6 mois, perdre en fait cet engagement et perdre en fait tout simplement cette perte de sens. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on est parti d'un constat qui a eu que pendant le Covid, en fait, a accéléré aussi cette perte de sens et cette perte de désengagement. Et donc, du coup, nous, on est parti d'un autre constat qui est justement, je pense, la slide d'après, c'est que le management doit changer. Pour nous, le management doit changer. Tu me diras après ton avis, David. Mais en fait, on part du principe que les collaborateurs veulent se réengager, mais les collaborateurs aussi ont besoin d'avoir un axe en fait, un liant, un capitaine dans le bateau pour savoir où on va. Donc nous, on part du principe que il faut qu'il y ait un management top-down, mais aussi un management bottom-up. J'ai récemment lu un bouquin en fait qui est de Frédéric Laloux, qui est sur le Reinventing Organization, qui parle un peu des différentes stades d'entreprise, et il fait un constat que les entreprises qui vont être performantes, les entreprises de demain, c'est celles qui vont miser sur l'humain, et les entreprises qui vont du coup être vraiment performantes, ça va être les entreprises qu'on appelle les entreprises opales, les entreprises libérées. Ah ben voilà, tu as aussi le bouquin, David, c'est excellent. Bah, tu me diras ton avis dessus. Mais c'est des entreprises qui vont être libérées, des entreprises qui vont vraiment en fait laisser la main aux collaborateurs de s'imprégner, de s'approprier des sujets d'entreprise, tout en ayant en fait un management top. Donc par là, c'est un management avec une vision, un management où il y a un capitaine dans le bateau, un management qui est là pour insuffler une dynamique, parce que sans management et sans visionnaire, sans dirigeant visionnaire, en fait, on peut avoir ce qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Donc oui, le management est obligatoire, mais il va falloir se réapproprier un peu cette culture, se réapproprier par les collaborateurs qui prennent en main certains sujets. Il y avait justement un point qui était dans ce livre-là. C'est un sujet qui me passionne, justement, c'est ça que j'aime bien parler de ça, qui disait qu'en fait, le budget qui doit être alloué aux collaborateurs doit être mis de deux manières différentes. Ça doit être soit pour le développement personnel, soit pour la culture de l'entreprise. Voilà. Non, messieurs, enfin, merci d'avoir cité ce bouquin. Hein, tu vois, c'est presque un de mes livres de chevet. Ah bah, génial. Presque. Non, je lis autre chose hein, pour m'endormir. Mais sérieusement, non, c'est en fait, c'est pas nouveau qu'il y a une espèce de remise en cause des principes de management qui ont été édictés, on va dire post-Taylor, début voilà, après-guerre à peu près. Hein, donc la reconstruction, le management un peu industriel, le management par objectif, etc. Il y a quand même des choses qui ont voilà donné un certain nombre de nouvelles pratiques de management. Une des choses que les talents, et pas seulement la génération Z, faut pas non plus caricaturer, c'est le command-contrôle simple, pur, avec une espèce d'autorité presque sacrée, indiscutable. Il faut
faut de la méritocratie. Donc tout ça, ça génère quand même une remise en cause du rôle, ou du questionnement du rôle de management et de leader auquel il faut absolument répondre. Et comme souvent, moi, ma conviction, c'est qu'il faut trouver une balance qui peut être spécifique en fonction des organisations, mais qui est quand même autour d'un certain équilibre de top et de bottom. Perso, je ne crois pas à un modèle généralisé d'allocratie qui s'imposerait à tout le monde, où il n'y aurait plus de manager, plus de management, etc. Je pense que c'est aussi des histoires humaines qui se co-construisent avec les personnes qui composent cette organisation humaine. Donc, oui, à 100% sur le management hybride, top et bottom, qui est certainement la clé du succès, comme aujourd'hui, c'est la clé du succès de savoir mélanger le télétravail et le travail présentiel. Donc voilà, c'est cette hybridation du monde du travail et du rôle du management qui va bien sûr prendre pleinement son essor. Par rapport à ce sujet-là, et si on avance sur un peu sur notre thématique, on va juste illustrer rapidement deux exemples rapides. Tu peux commencer, Louis-Vadim, sur le bottom-up. Le bottom-up. Alors, le bottom-up, donc, bien entendu, c'est ce qu'on explique nous, c'est l'inverse du top-down. Ça veut dire que, en fait, on va redonner un peu le pouvoir aux collaborateurs pour s'approprier certains sujets. Bien entendu, et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait, toutes les décisions stratégiques, la vision, le dynamisme doit venir d'en haut, et ce qui est normal, on sait où on va, on est porté par une conviction commune, on avance ensemble. Et à partir de là, on va redonner un peu le pouvoir aux collaborateurs de pouvoir être décisionnaires sur certains aspects de l'entreprise. Et chez nous, chez Team Starter, on a pris le parti que pour réengager le collaborateur au-delà du développement personnel, de la formation, et de la vision du dirigeant, il y a la réappropriation en fait de la culture de l'entreprise. Avoir une culture forte, c'est en fait créer un vécu commun, créer un ciment, ce qui permet que ce sont les collaborateurs qui vont vraiment s'approprier et vraiment mettre en place cette culture. Donc chez nous, on part du parti que si des collaborateurs veulent mettre en place des projets type corbeille de fruits, type baby-foot, il faut que ça vienne d'en bas et pas forcément d'en haut. Nous, ce qu'on voit, c'est que généralement, tous ces types de décisions viennent d'en haut. Et qu'au bout d'un moment, peut-être que les collaborateurs n'ont pas forcément envie de ça, alors qu'en venant d'en bas, en partant d'intelligence collective, on va permettre aux collaborateurs de tout simplement se réapproprier la culture et de mettre en place les projets qu'il a envie, les événements qu'il veut mettre, et de prendre en fait le pouvoir sur la culture et créer le vécu commun, le ciment, le nerf de la guerre qui va permettre en fait d'avoir le dynamisme pour continuer à avancer avec l'entreprise. Voilà, de toute façon, la culture, c'est forcément ce que font et vivent les gens. Donc, exactement. Donc, ça peut pas être désincarné, on va dire ça comme ça. Et un élément désincarné dans sa définition et désincarné dans le vécu, puisque la culture, en gros, c'est du bullshit tant que c'est pas quelque chose qu'on vit dans l'expérience collaborateur réelle. Donc, exactement. Et ça, c'est vraiment bon à le rappeler. Et quelque chose qui pourrait être aussi désincarné, c'est la stratégie de l'entreprise qui souvent, alors là, clairement aussi vient de tout en haut. Parfois, c'est une espèce de cabinet on va dire un peu noir, black box qui définit ça et hop, ça descend, ça déroule et puis il faut un peu dans le command contrôle qu'on évoquait tout à l'heure, la mettre en œuvre. Donc le bottom-up s'applique aussi sur la stratégie, bien entendu sur la définition, mais j'ai envie de mettre l'accent sur le déploiement avec notamment la méthode OKR qui se développe pas seulement dans les startups. Il y a plein de contenus qu'on pourra mettre à votre disposition pour en savoir plus. Ce qu'il faut retenir dans cette méthode qui a fait qui est une des clés du succès de la croissance de Google dans les 20 dernières années quand même, eh bien c'est de pouvoir définir un cadre clair, motivant, et d'autonomiser et de responsabiliser l'organisation, donc concrètement les équipes, les individus, pour atteindre cet objectif. Donc c'est pas de dire voilà au papier millimétré tout ce qu'il faut que tu fasses, voilà les éléments qui sont sur les orientations, voilà ce qu'on appelle les OKR un peu de référence. Et l'organisation, les équipes, par conversation, par commitment, on va dire par engagement, disent ok, nous, on va contribuer de cette façon-là. Et c'est aussi une dynamique beaucoup plus collaborative dans le pilotage. C'est pas du reporting pour du reporting, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que le succès soit au rendez-vous. Donc, je vous invite vraiment à découvrir la méthode OKR comme illustration d'une approche bottom-up. L'autre, finalement, message qu'on veut vous faire passer, c'est
sur la gestion du changement, sur tous ces défis, sur toutes ces tendances qui s'imposent à nous, quelque part, le management, il est sur la table et on le questionne. Voilà, comment il va évoluer, qu'est-ce qui peut l'améliorer, parce que le constat aussi, c'est de voir que 29% des salariés pensent que, c'est une étude qui date de 2-3 ans maintenant, en France, trouvaient que les organisations, les employeurs innovaient assez peu concrètement en management. Donc, en gros, on restait sur l'approche traditionnelle, qui est peu évolutive, pas très hybride, plutôt dans le mode commande-contrôle. Donc là, clairement, il y a une perception de vos clients internes, on va dire utilisateurs du management, qui montre la marche à adresser. Et l'autre enjeu clé, c'est que beaucoup d'études, et ce qu'on a fait nous aussi en termes d'études avec nos clients, démontrent que les leviers d'engagement, tu parlais de cadre clair, tu parlais de reconnaissance, tu parlais de progression personnelle au travail, d'autonomie, etc. Tout ça, le manager, il est en prise directe ou indirecte. Soit il fait de la pédagogie, il explique, il informe, soit c'est lui qui est directement acteur. Et soit 70% des leviers d'engagement des collaborateurs dépendent ou passent par le manager de proximité. Donc, c'est pas seulement les leaders, c'est aussi l'ensemble de vos 5-10% dans votre entreprise managers que vous pouvez avoir. Exactement. Et si je peux compléter, en fait, c'est vraiment, on voit d'ailleurs, pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est que on voit que les salariés estiment que le management de leur entreprise est innovant à hauteur de 29%, 30%, donc c'est-à-dire qu'il y a 70% restants qui estiment qu'il n'est pas innovant. Et on voit que du coup, les salariés, donc les collaborateurs, ont besoin de leur manager pour justement insuffler une nouvelle dynamique, insuffler un nouveau cadre et repartir de l'avant via des systèmes de reconnaissance type la motivation, la stabilité, la reconnaissance, et les feedbacks positifs, etc. Donc oui, le manager et le management est clé pour la réussite de l'entreprise, au-delà aussi du dirigeant qui doit être là pour insuffler la vision. Les managements qui sont au milieu sont là pour faire le tampon entre en haut, mais aussi pour continuer à dynamiser, se mettre en position de coach, se mettre en position de coaching pour aider et accompagner les collaborateurs dans la réussite, dans la co-construction en fait, ensemble de cette nouvelle démarche. Alors cette démarche justement de leadership dans le changement en 3 étapes, elle a comme on va dire préfixe le collaboration ou le collaboratif. Pour justement matérialiser ce côté bottom et top down, c'est-à-dire que c'est pas juste exécution et c'est pas juste je t'écoute et je t'applaudis. Donc c'est vraiment une responsabilité de leadership. Donc un leadership, c'est d'avoir de l'impact, c'est d'avoir de l'action, et on va voir que cette façon d'agir, de la posture qui est certainement la voie du succès pour gérer les changements, c'est bien d'être dans cette attitude de collaboration, de mise un peu au service du succès. Donc, on va avoir 3 étapes d'un changement assez classique. On va le concevoir, on va le mettre en œuvre, et puis on va l'améliorer, s'ajuster en fonction de là où on en est. C'est ce cercle quelque part vertueux pour petit à petit, par différentes itérations, faire en sorte que le changement soit défini, mis en œuvre, mesuré, adapté, mis en œuvre, adapté. Alors, concrètement, on peut commencer peut-être par celui-là, par le co-design du changement. Exactement. Enfin, le co-design du changement, je pense que c'est la base de se mettre autour de la table. Et c'est là où on repart en fait de l'approche bottom-up. C'est vraiment de se mettre autour de la table les managers et les collaborateurs, et puis un peu de mieux comprendre leur réelle motivation, leur réel levier d'engagement. C'est pour ça qu'on va décrypter les leviers d'engagement des collaborateurs et aussi des managers. Il faut qu'il y ait une réelle conversation qui se mette en place, je pense personnellement en tout cas, entre le collaborateur et le manager, se comprendre mutuellement et savoir en fait pourquoi on est dans l'entreprise, qu'est-ce qui nous anime et pourquoi on a envie d'aller de l'avant. Et à partir de là, on va co-designer ensemble ce changement dans les attentes du collaborateur et des attentes du manager. Et c'est ces moments de co-création avec des champions où on est vraiment autour d'une table, on discute, on échange et on peut-être mettre en place des ateliers de création, tu vois. C'est plein de choses comme ça que nous, en tout cas, chez Team Starter, avec notre solution, en tout cas, avant de mettre en place la solution, on s'assoit et on discute avec les parties prenantes des entreprises que nous accompagnons dans la culture. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Et il n'y a pas que les managers, il y a les managers, les dirigeants et les collaborateurs. C'est tout le monde ensemble, tout le monde dans le même panier, et on y va et on co-construit ensemble.
C'est clair que le démarrage d'un process de gestion du changement, il est clé. Parce que c'est celui qui va, on dit première impression, voilà, va faire un peu jurisprudence. Donc la manière dont vous allez, en tant qu'organisation, en tant que leader, ou participant au projet de changement, la manière dont vous allez commencer, initialiser les choses. Est-ce que tout est plié, en gros, toutes les décisions sont prises, les solutions, et il n'y a plus qu'une espèce de partition à appliquer? Est-ce que c'est ça? Et dans ce cas-là, vous allez avoir une posture un peu de résistance, en disant mais pourquoi aller tout sur, et puis pourquoi on nous a pas impliqués? Si vous avez une posture plus ouverte que Louis Vadim vous a mise en avant, eh bien effectivement, c'est tout de suite avoir quelque part des atouts supplémentaires pour bien démarrer ce changement dont on sait que ça ne sera pas facile et l'énergie de départ est vraiment important. Une des façons de faire, c'est du gros bon sens, c'est de sonder vos collaborateurs et vos managers pour comprendre quelles sont leurs inquiétudes, leurs questions, leurs motivations, leurs éventuellement suggestions pour adresser parce qu'un changement, c'est pas juste un changement, une finalité en soi, c'est répondre à un besoin, répondre à un défi, répondre à une situation. Et donc là, vous pouvez les solliciter en masse, rapidement. Et après, dans cette phase plus collaborative de design, eh bien, détecter des champions volontaires, voilà, qui, à tous les niveaux, au niveau manager, au niveau collaborateur, parce que le changement, il faut bien voir qu'il est rare qu'il ne faut pas impliquer les trois strates. Leader, qui sont des managers de managers, les managers de proximité et les collaborateurs, et ça en fonction des métiers, des organisations. Donc, vous allez avoir la possibilité, le digital vous le facilite, le télétravail vous le facilite, et les outils vous permettent d'assez vite de voir des choses très concrètes. Et alors, pour rebondir justement sur cette idée de champion, je trouve que l'approche est vraiment intéressante parce que les champions, qui peuvent être collaborateurs ou managers ou dirigeants, ça va être en vrai vraiment les personnes qui vont vraiment être intégrées au projet et qui vont vivre le projet de votre entreprise à 100%. Et ces personnes-là vont être hyper intéressantes parce qu'ils vont vraiment être moteurs dans votre aide au changement et dans la résistance, enfin dans l'aide à justement éviter cette résistance et améliorer le changement de façon continue. Une très bonne question là vient de nous être posée. On rebondit tout de suite sur la frustration quand les idées sont pas retenues dans ces phases de co-design. Est-ce que tu as quelque chose à partager là-dessus sur Nous, alors de notre côté, nous, justement, nous, on est là pour libérer les énergies. Donc, comment on fait pour gérer la frustration de la co-construction? En fait, tout simplement, c'est un dialogue. Nous, chez Team Starter, quand on veut créer une cohésion et une culture commune avec les entreprises, on s'assoit autour de la table, on crée des ateliers d'idéation qui durent entre 6 et 8 semaines, plusieurs rendez-vous qui sont mis en place. Et il y a vraiment des situations de co-design, de conversation, et on s'assure, en fait, les parties prenantes vont être tout simplement en fait en accord avec ce que l'entreprise veut mettre en place pour co-construire. Donc la frustration, généralement, il n'y en a pas, ou il y en a très peu, parce qu'on a co-construit ensemble. Il y a eu un dialogue. C'est pas comme si on a donné l'outil et on a donné l'outil aux collaborateurs, on leur a dit allez-y, faites ce que vous voulez. Donc la frustration, on va dire qu'elle a été gérée en amont, parce qu'on a responsabilisé les collaborateurs dans la culture de l'entreprise en travaillant ensemble. Et surtout, on est encore une fois, nous, on est là, quand on parle avec les dirigeants dans la culture d'entreprise, on est là pour leur dire, il faut libérer les énergies, il faut libérer les idées, il faut que les collaborateurs s'imprègnent. Alors oui, il faut porter plein de projets et plein de projets différents. C'est ça le but, c'est ça qui va être le leader du changement. C'est que les collaborateurs vont vraiment porter des nouvelles idées. Et c'est là où ça va être intéressant pour vous à long terme. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Ouais, je rajoutais un élément de réponse. D'expérience, il y a des moments où il faut faire des arbitrages puisque tout ne peut pas être fait. Et là, il faut que les leaders soient prêts à faire du lâcher prise, d'accord, et donc à dire c'était pas mon idée, je l'aurais pas, mais si c'est vraiment priorisé, notamment avec les sondages, puisque là il y a un vrai vox populi, si vraiment c'est prioritaire, il faut que je le prenne en compte, c'est un fait. D'accord. Et l'autre chose, c'est qu'il faut que pour les champions, qu'il y ait un mandat, un cadre clair. C'est-à-dire que c'est pas toujours et souvent open bar, on peut tout faire, n'importe quoi, sans limite. Et donc, c'est donner un cadre. Par exemple, c'est de dire, voilà, vous avez 3 actions prioritaires que vous allez pouvoir définir. Vous m'en sortez pas 15. Voilà, c'est 3 actions prioritaires. Et puis, il faut que ça réponde à ces critères-là, par exemple. Mais le quoi, c'est vous. Voilà, moi, je vous donne simplement un cadre méthodologique quelque part pour arriver à une décision qui est forcément parfois sous contrainte. Et d'ailleurs, dans le changement, dans les leaders du changement et dans le changement pour du bottom-up et dans le livre Reinventing Organization, il parle bien que le cadre est hyper important parce que c'est ce qui va permettre de
vraiment cadrer la thématique, savoir où on veut aller. Et comme tu dis, c'est sûr que c'est pas open bar. Il faut aussi des fois arbitrer et être sûr que ce que le collaborateur va proposer soit bien entendu en accord avec l'intérêt de l'entreprise. Et l'un des points clés, pour moi, des juges de paix, un petit peu quelque part, qui doit être partagé par les leaders, par les champions, par les collaborateurs, c'est que ce qui compte vraiment, c'est l'exécution. C'est-à-dire que c'est pas les idées qu'on a au début, c'est le fait que les idées se transforment en réalité, en actions qui sont peut-être pas parfaites, voilà, dès le début, mais c'est des choses qui impactent. Et on sait que si on a trop de choses, si on est trop ambitieux, décalé, si on n'est pas réaliste quelque part, eh bien, on se donne encore plein de sujets. Et c'est cette frustration que moi je trouve la plus importante, c'est la frustration dans l'exécution. Les collaborateurs, globalement, ils seront encore moins frustrés s'ils voient qu'il y a des choses qui se mettent en place effectivement et concrètement. Alors, pour le co-déploiement du changement, bah, c'est comme on l'a dit finalement, notamment sur les OKR, qui sont les OKR souvent utilisés d'ailleurs pour la stratégie, mais aussi pour les programmes de transformation. Voilà, il y a des clients qui l'ont utilisé pour la RSE, par exemple. Donc, c'est des choses qui sont vraiment un peu à côté, où on parlait d'hybride, il y a la stratégie qui est et la transformation qui est créer le monde du futur de l'entreprise. Et puis il y a le business as usual, comme on dit, qui est délivrer les chiffres, voilà, l'activité. Et ça, c'est un mode hybride. Voilà. Et les OKR, c'est bien pour gérer en mode collaboratif cet axe qui est un peu plus orienté vers le progrès, la transformation, l'innovation et le moyen terme. Un autre point que tu as parfaitement, mis en avant, c'est cette posture du manager coach. C'est-à-dire que on n'est pas dans il y a pas, pour moi, il n'y a pas de manager et ni voilà, le sergent-chef, commande contrôle. Et la bonne voie, c'est le manager coach. Et là-dessus, c'est pas de la psychologie pour de la psychologie. C'est pas allonge-toi sur le sofa et on va discuter de tes ancêtres, etc. Non, non. C'est véritablement une posture de coaching de la performance. Pour moi, c'est plus du coaching sportif, un petit peu comme on peut le voir, voilà, souvent, que du coaching psychologique. Alors, il y a bien sûr une notion psychologique, mais c'est utiliser de la data pour évaluer la performance, donner des inputs, partager des bonnes pratiques, du feedback constructif, s'assurer qu'il y a une motivation bien entendu, et puis être en mode aide. Voilà, tiens, pour te développer, je propose cette action, pour réaliser ça, as-tu pensé à ça, etc., etc. Donc c'est vraiment cette posture coach qui va se matérialiser, notamment, et c'est un bon indicateur, dans le rituel, dans les façons dont vous gérez la performance individuelle. Regardez dans votre entreprise comment est gérée la performance individuelle, quelle est la pondération dans les formulaires d'entretien. Alors s'ils sont que annuels, c'est encore pire, mais entre je t'évalue et je t'aide, ce qui est deux choses différentes, parce que l'évaluation n'aide pas beaucoup, elle sanctionne positivement, négativement, mais elle n'aide pas vraiment complètement. Et donc, dites-moi comment vous évaluez la performance si vous managez la performance, je vous dirai un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre posture de manager coach et votre management agile. Clairement, clairement. Enfin, pour ajouter un point par rapport à ça, la data est hyper important justement pour permettre d'avoir en tout cas une vision, un axe et savoir où aller. Et c'est là où après le manager, qui est justement le nerf aussi de la guerre dans l'entreprise, qui va se positionner en tant que coach pour améliorer, écouter et co-construire avec le collaborateur vers quoi il a envie de tendre. Donc, il y a vraiment une conversation qui doit être en place et on n'est plus de manager-manager, mais plutôt de coacheur, je préfère dire, avec un coaché et vice-versa. Et les deux peuvent se coacher aussi entre eux. Et c'est là où, du coup, les collaborateurs retrouvent du sens et retrouvent de l'impact dans l'entreprise. Alors, moi, je crois encore au manager, enfin, voilà, et à la relation manager-manager, mais en fait, ce qu'on a dit, juste pour voilà, fermer, enfin, et ça serait un sujet qu'on serait ravi d'échanger plus tard, mais c'est plutôt la manière dont on manage, dont on exerce une autorité, que la remise en cause de cette autorité quelque part. Mais effectivement, ça peut pas se faire en disant c'est simple, voilà, je suis donc tu exécutes. Voilà. Alors, est-ce que on peut justement avancer sur la partie co-amélioration, ce qui permet de faire des boucles vertueuses? Sur la partie co-amélioration, en fait, c'est qu'une fois qu'on a co-designé et qu'on a mis en place, bien entendu, là, pour qu'il y ait un cercle, je pense qu'il y a un cercle vertueux, il faut qu'il y ait justement prise de pouls régulière
entre l'équipe pour savoir comment ça va, pour savoir si ça peut avancer, pour là se mettre en position de manager, coach et donc du coup de tendre sur de l'aide et comment on peut améliorer ça. Et ça, c'est du suivi quotidien ou hebdomadaire pour vraiment aider et accompagner le collaborateur, le manager, pour vraiment encore tendre vers la vision même de l'entreprise et continuer à s'améliorer. Il y a un vieil adage qui dit on ne manage que ce qu'on mesure, et on améliore que ce qu'on mesure. C'est exactement ça. Et la mesure, elle prend des formes différentes et c'est pas, il y en a une mieux que l'autre. C'est justement ce espèce d'éventail de mesures. C'est la discussion à la machine à café ou au café virtuel qui va vous donner, on va dire, cette prise de pouls, ces insights, ces informations. Mais c'est aussi les conversations en one-to-one dans les rituels que vous avez. C'est les pouls par sondage aussi. Donc, et ça, c'est vraiment important que vous ayez en tête que aujourd'hui, on ne peut pas manager sérieusement et améliorer une relation humaine si on ne mesure pas l'humain dans l'organisation autrement que par des KRO ou par des effectifs, voilà, ou des niveaux de compétences évalués en entretien annuel. Voilà. Donc, il faut adresser les sujets de motivation, d'inquiétude, de confiance. Moi, j'ai un très bon indicateur qui est vraiment très, très utile. C'est l'indicateur de confiance, par exemple, à mi-parcours. Est-ce qu'on va atteindre les objectifs? Quel est ton degré de confiance? C'est génial. Si on voit que le degré de confiance, il est en baisse ou il n'est pas bon, on sait déjà qu'il y a une alerte qui est faite sans rentrer dans le détail de quoi. Et là, après, le manager coach va dire, je vais aller discuter plus spécifiquement à ceux qui, bien entendu, n'ont pas confiance, parce que s'ils n'ont pas confiance, ils n'y arriveront très certainement pas. Le benchmarking interne, je vois beaucoup effectivement de benchmarking externe en disant on veut se mesurer aux autres, etc. Oui, ça peut être utile, je dis pas que c'est pas utile, mais c'est quand même assez compliqué à mettre en œuvre réellement. Le plus important pour vous, c'est de créer une dynamique de benchmarking interne pour identifier les bonnes pratiques, pour identifier là où il y a besoin d'aide supplémentaire, comme je l'évoquais au niveau individuel, mais là au niveau des équipes, des organisations et des managers. Donc, promouvez ce côté co-développement basé sur l'information, sur l'identification des bonnes pratiques dans votre organisation. Clairement, là, entièrement Alors, d'accord. côté... ouais. Non, juste pour dire que tu es entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Très bien. Et donc, clairement, sur ce qu'on veut vous passer comme message, on ne va pas rentrer dans le détail de nos solutions qui sont les plus belles du monde pour chacun, évidemment, mais c'est cette complémentarité et aussi de l'intérêt du digital pour aujourd'hui, dans un monde hybride qu'on évoquait tout à l'heure, avoir un lieu centralisé, c'est plus difficile de rassembler physiquement tout le monde. Dans une plateforme, c'est beaucoup plus facile. D'être aussi sur de la synchrone et pas seulement sur du synchrone. Voilà, chacun a une organisation, donc c'est aussi de pouvoir contribuer. Et c'est de mettre en scène, c'est ça que font nos outils, quelque part ce cercle vertueux d'engagement des collaborateurs et avec aussi quelque chose qui, nous, du côté Zest, nous importe beaucoup, quelque chose qui soit inclusif et qui s'adresse aussi aux populations terrain et pas seulement aux populations qui sont sédentaires devant un beau PC. Et donc, il faut pouvoir adresser aussi ces populations-là. Donc, dans Zest, on peut écouter les collaborateurs, mettre en place des rituels de manager coach, par exemple, et créer des espaces d'intelligence collective, aussi de reconnaissance, de feedback positif qui aident à améliorer. Et de ton côté, chez TeamCenter, c'est pareil. C'est exactement ça. Je trouve qu'on a vraiment une belle complémentarité entre Zest et TeamStarter parce que moi, je trouve que ta solution s'occupe un peu de la partie 1 ou de la partie vraiment data, et, onboarding, voilà, survey, sondage exactement au niveau du collaborateur. Nous, on va plus s'occuper sur la partie cohésion, sur la partie culture d'entreprise où le manager va pouvoir se concentrer sur la partie data et laisser en fait les collaborateurs retrouver un peu alors pas cette motivation, mais se réapproprier la culture de l'entreprise via notre solution, qui est du coup une solution SaaS, un outil digital où le collaborateur va pouvoir faire appel au bottom-up. Donc, c'était un peu le sujet principal et l'intelligence collective. Donc, on parlait de tout à l'heure de performance collective ou d'engagement collectif pour pouvoir permettre au collaborateur de s'approprier et de porter lui-même son projet, son initiative au sein de l'entreprise et laisser le manager coach se concentrer vraiment sur son cœur de business aussi, éviter les bruits de fond et donner le plein pouvoir aux collaborateurs pour se réapproprier en fait cette culture-là. Donc c'est vraiment deux outils complémentaires et qui a tout son sens. Alors, ce que je propose, c'est aussi de finir sur des conseils pour passer à l'action. Louis Vadim, vas-y. Oui,
Alors, bah, moi, j'en ai, c'est ce qu'on disait hier. Moi, j'en ai deux. Donc, un pour les dirigeants, et c'est un peu notre devise, en tout cas, chez nous. C'est que donc les entreprises qui seront performantes de demain, celles qui miseront sur l'humain. Et donc, du coup, moi, ce que j'aime bien quand je parle avec les dirigeants avec qui je suis en réunion, justement, c'est voilà, n'hésitez surtout pas à faire de l'humain votre force. Sans l'humain, il n'y a plus de matière grise. Il y a, il y a plus de fuel, on va dire, pour alimenter le réservoir. Donc, l'entreprise va tomber. Vraiment, misez sur eux. Faites-leur confiance, responsabilisez-les sur des sujets qui leur tiennent à cœur. La culture de l'entreprise est un des sujets, surtout qu'on le voit, qu'ils ont de plus en plus envie de s'approprier cette culture-là. Donc, clairement, faites de l'humain votre force et laissez-le un peu libérer les énergies et laissez-les s'exprimer sur des sujets auxquels ils ont envie. Et puis, pour les collaborateurs, vraiment, appropriez-vous vraiment votre culture de l'entreprise. Vous pouvez, moi j'aime bien dire, alors exiger, je ne sais pas, c'est un grand mot, mais voilà, vraiment vous approprier cette culture, demander aux dirigeants d'avoir un peu plus de pouvoir par rapport à ça. Ça va vous permettre de travailler sur des soft skills d'entrepreneurs, ça va vous permettre de savoir gérer aussi des projets. Et puis, vous allez vraiment être acteur de ce qui va se passer dans votre entreprise. Et c'est extrêmement important pour qu'une entreprise continue à avancer et qu'il soit dans de bonnes conditions. Bah, c'est top. Moi, je suis bien sûr 100% aligné avec ça et je voudrais rajouter deux conseils. Euh, enfin, ou deux et demi, pour rebondir sur ton premier fait de l'humain. Votre force, nous, ce qu'on constate, c'est souvent les leaders, et bon, les CEO, les DRH, voilà, pas forcément que le CEO, souvent beaucoup plus large. Il y a un peu la tentation de mettre sous le tapis, de faire l'autruche, en gros. Ou d'avoir peur d'avoir des données sur des problèmes qu'ils sentent et qu'ils n'ont pas envie de rajouter à la longue liste qu'ils ont déjà. Bah, c'est le bon sens. Hein. Voilà, la politique de l'autruche n'a jamais donné des choses très très positives, surtout quand on est sûr que, comme tu l'as très bien dit, que le facteur le plus contributif à ce que fait une entreprise, c'est ses collaborateurs. Il y a pas, c'est pas le capital financier, hein, c'est le capital humain. Donc voilà. Donc moi, mon conseil, c'est n'ayez pas peur. Soyez peut-être pragmatique dans la manière dont vous allez y aller graduellement, pour pas vous prendre effectivement un bus dans la tête tout de suite, mais allez-y par étapes et prenez confiance aussi en vous quelque part et dans votre organisation. L'autre point qui, moi, me soucie et sur lequel on intervient, c'est que parfois il y a un peu cet effet tour d'ivoire, hein, où c'est tellement facile de le décider en comité de direction avec des beaux PowerPoint et tellement difficile de l'exécuter. Eh bien, ça peut pas être le problème des autres. C'est-à-dire que les leaders, les CEO, les DRH ont ce problème, ce challenge d'aider leur organisation, de créer les conditions favorables pour que l'exécution à l'échelle, le déploiement à l'échelle des changements se fasse. Et là, bien entendu, on est intéressé. Le digital peut être un outil, mais c'est pas seulement le digital, bien entendu. Donc, leader, pensez à l'exécution. C'est presque le plus important, comme on l'a évoqué plusieurs fois. Et puis sur les collaborateurs. C'est aussi cette posture, alors, qui est parfois assez américaine, de dire mais just do it. Ok, tu veux que les choses changent, bah vas-y, impact. Moi, je vois parfois des situations où les portes sont ouvertes, mais il n'y a pas grand monde qui se précipite ou pas assez. Et donc, bah, il faut créer aussi le climat de confiance pour que voilà, il y ait des personnes qui deviennent de plus en plus des champions. Voilà. Et ça, c'est le carburant, c'est pas la somme de talents que vous avez. Le principal carburant, notamment dans le changement, c'est le nombre de champions que vous avez dans votre organisation. Et plus vous avez des champions, plus le reste des collaborateurs va être embarqué, entraîné quelque part, et plus vous allez mieux exécuter. Donc c'est votre indicateur clé, et donc il faut encourager vos collaborateurs à peut-être avoir un peu de temps aussi dédié à ça, et de pas avoir que des contraintes en disant bah non, il faut que tu fasses tes objectifs, il faut pas que tu fasses du transverse. Il y a des moments où il faut aligner pour qu'ils soient les champions eux-mêmes. Voilà, c'était notre petit tour de la question qui nous a passionnés et qui nous intéresse beaucoup et qu'on a le plaisir de traiter aussi avec plein de clients différents, de secteurs d'activité différents, avec des challenges différents et des agendas différents. On va regarder si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous faire bien aussi du feedback sur cette premier niveau d'échange. Et puis, on va regarder de nouveau questions.
On a une autre question sur les indicateurs, effectivement. Et c'est vrai que les dirigeants, enfin la tendance quand on a des indicateurs, c'est ok, quand est-ce qu'on dit qu'on est bon, qu'on n'est pas bon, quand est-ce que c'est important, pas important, urgent, pas urgent. C'est vrai. Et en même temps, ça peut pas être une excuse de pas le faire. Voilà. En tout cas, c'est ça mon message. Et moi, ce que j'aime dire à mes clients, c'est de dire le plus important, c'est la dynamique, c'est la progression. C'est pas là où vous êtes dans l'absolu, parce que il peut y avoir des tas de raisons qui font que vous avez un historique, vous avez des contraintes, vous avez whatever. Vous avez beaucoup de Français qui sont plutôt négatifs par rapport à vos concurrents qui sont peut-être très anglo-saxons, qui ont plutôt tendance à surnoter positivement. Ce qui va être important, c'est la progression que vous allez faire par les actions. Voilà. Donc, il faut se benchmarker, mais surtout benchmarker en interne le progrès que vous faites. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si tu as quelque chose à rajouter. Louis, moi, je t'écoute parler depuis tout à l'heure et vraiment, je pense la combinaison data, OKR, etc., avec la responsabilisation des collaborateurs, ça peut faire le combo parfait et créer vraiment cet environnement de just do it, de vas-y, allez, lance-toi justement et d'être champion, en fait, d'être impactant. C'est vraiment celle qui va réussir à faire évoluer l'entreprise dans le bon sens. Il faut un moyen pour monitorer, donc un outil, et il faut un espace pour laisser en fait cette libération d'énergie se faire. Ouais, c'est hyper bien résumé. Je crois qu'il y a Didier qui est en train de taper une question. On attend. Je sais pas si... On attend Didier. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à revenir vers nous, vers nos équipes, bien entendu en particulier. C'est le mieux, c'est qu'il y ait une conversation qui commence, alors que là, c'était un peu plus à sens unique, même si on a essayé d'être interactif, et je vous remercie pour vos questions. Le plus simple et le plus VIP, c'est discutons-en avec entre vous, vos enjeux et nos équipes. Prenons rendez-vous pour un échange personnalisé et des démos personnalisées pour répondre à ce challenge quand même extraordinaire de dire comment je rends mon organisation plus résiliente, plus agile, plus performante, parce que plus engageante dans les collaborateurs qui la composent et les managers qui les pilotent, qui les managent. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Et puis, Louis Vadim, je te propose pour toi le dernier mot avant qu'on se quitte. Merci beaucoup en tout cas aussi pour cette participation et le Just Do It, vraiment, je l'ai apprécié. Donc oui, allez-y, soyez le changement et n'hésitez pas à faire part de vos retours et soyez champion et n'hésitez pas à prendre le pas. Et faites-vous plaisir. Moi, j'ai un truc parce que, qui moi est toujours important et je veux vous le partager parce que c'est pas toujours facile, les changements sont pas toujours positifs, les changements sont beaucoup de stress, la nouveauté peut m'interroger. Mais quelque part, c'est petit à petit, apprenez à muscler ce muscle du changement et comme un sportif, prenez-y plaisir. Moi, je suis vraiment mauvais en footing, par exemple. Et je sais qu'à certains moments, quand je l'ai fait, c'était un plaisir. Voilà. Et même si c'était au début vraiment très... Donc, musclons-nous ensemble sur ce sport fantastique de gérer le changement et faisons-le de manière en sport collectif. Voilà. Exactement. C'est mon petit mot de la fin. Et choisissez bien vos équipementiers, donc Team Starter et Zest, bien entendu. Allez, bonne continuation. Merci Bon Didier. Merci à vous. Merci Louis Vadim. Au revoir.